Pourquoi je vais aller négocier un truc où je sais que je vais faire une très belle marge? J'ai eu des années à 35% de marge et une à 85%. Mais si on lise tout, en moyenne, je suis à 50% de marge. Sur 650, grosso modo, tu as 250 de frais d'intérêt. C'est-à-dire qu'avec tous les mois, tu économises 400 balles. Tu gagnes 1500 balles ou 2000 balles. Tu économises 400 balles, c'est 25% de ta paye. Ou 20%. C'est quand même incroyable, non? Je dis ouais. Voilà. Donc, fais-le. Tout le monde me dit, tu dors bien? Je dors formidablement. Ça me stresse pas d'avoir des millions en dette. Parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre? Au final, c'est pour mon argent. Grosso modo, j'ai de l'actif en face. Parce que mes immeubles, ils sont pas pourrables. Donc bon, si demain, il m'arrive une merde, je leur donne, ils reprennent leur argent, il me reste un peu, et puis je suis content. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. L'achat-revente immobilier, c'est une vraie activité de commerçant. On parle de marchand de biens, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien. Pourtant, avec toutes les compétences qu'il y a à maîtriser, urbanisme, travaux, financement, fiscalité, on oublie parfois l'essentiel, vendre. Alors, comment devenir un meilleur marchand, un meilleur commerçant? C'est le sujet du jour avec Arnaud Duvivier, investisseur à succès, qui est déjà passé sur le podcast il y a plus de 4 ans, sur l'épisode 10. Depuis son parcours d'intérimaire jusqu'à un patrimoine à plusieurs millions d'euros, il a continué à affiner son activité d'investissement dans l'activité marchand de biens. Automatisation, deal à forte marge, zéro travaux et une obsession pour le réseau et la réputation. Dans cet épisode, on voit comment il structure ses opérations pour créer du cash et du patrimoine, pourquoi il ne fait jamais de travaux, comment il sécurise ses ventes en amont et comment son éthique commerciale est devenue sa meilleure arme. C'est du parler vrai, parfois fleuri, mais toujours inspirant. Un épisode clé si tu veux passer pro, sécuriser ton activité ou simplement t'entourer des bonnes personnes. Avant de démarrer, pense à t'abonner si tu veux être sûr de ne rien rater des prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute ou sur YouTube. Tu peux aussi me donner de la force en envoyant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça m'aide toujours à rester toujours haut dans les classements. Allez, sur ce, on démarre notre conversation avec Arnaud. C'est parti. Salut Arnaud, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de m'avoir invité, c'est sympa. Welcome back. Le retour au bout de 5 ans, là, je crois, 4-5 ans. Ouais, 4 ans, incroyable. 4 ans, ouais, ça monte, c'était au début de ton podcast, je crois. Ouais, j'ai regardé ça l'épisode 10, décembre 2020. Ouais, ça monte, hein. Ça pique. Ouais. On n'a pas trop de cheveux blancs, hein. Non, on est bien conservé. Ouais, voilà, on fait du sport, je pense. Bon, c'est vraiment cool que tu sois là, qu'on puisse se parler. On se parle beaucoup en off, mais qu'on puisse se parler, échanger un peu nos réflexions, un peu ton parcours. Parce que je pensais qu'il serait intéressant, c'est peut-être de refaire le raccord pour les gens qui t'ont écouté l'épisode 10, pour les gens qui veulent voir. Du coup, depuis 4-5 ans, je sais plus trop ce que j'ai fait, mais j'en ai fait du truc. Et voir ton passage, parce qu'à l'époque, pour situer un peu, tu disais que tu avais bien enchaîné sur les immeubles. Je crois que tu avais fait 6 immeubles en une année. Oui, c'était ça, c'était en 2018-17. J'avais repris un petit peu l'immobilier, parce que j'étais intérimaire. Et puis, jusque de 2009 à 2017, j'ai fait 3 ou 4 immeubles. Je m'étais dit, oulala, Arnaud, en intérim, c'est déjà formidable. Tu vas être bloqué. Et puis après, j'ai rencontré tout le monde médiatique, comme Yann Darwin ou autres, qui commençaient à pousser à cette époque-là. Et puis, c'est là que ça m'a redonné une nouvelle impulsion, on va dire, une nouvelle vision des choses. Et puis, je me suis cassé un peu les barrières. Et là, je me suis carrément lâché, parce que j'avais mis 2000 balles sur la table et c'était énorme pour moi à l'époque. Et j'ai dit, attends, le mec, il va savoir qui je suis, quoi. Et du coup, je m'étais un peu lâché, quoi. Ouais. Puis après, au fur et à mesure des choses, j'ai repris le moule. Hop, c'est avancé. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Puis après, au fur et à mesure, marchand, et puis cercle, enfin tout ça, quoi. Quand on s'était quitté, justement, tu venais d'enchaîner la transition sur le marchand full-time. Ouais. Donc, tu avais fait, je crois que tu étais arrivé à 2,4 millions de patrimoine brut, mais il y avait pas mal d'encours, 1,4 million ou 2,6 1,4. Oui, ça doit être ça, peut-être, je sais plus. Mais ouais, tu étais sur cette fin de vague, et en gros... là, j'arrivais plus à emprunter. Ouais. C'était compliqué de nouveau. Du coup, et puis le Covid était arrivé, on avait fait le cercle MDB avec Sébastien, donc j'étais quand même à plein temps à travailler dans le cercle, plus mes affaires de marchand pour apprendre à faire du marchand, parce qu'au final je savais pas faire de marchand, hein. Moi je savais faire du locatif, j'ai appris avec le cercle et Sébastien au final. Et puis voilà, donc on avançait comme ça, j'ai fait mes armes.
Et puis, j'étais encore un petit peu au chômage, parce que moi, j'étais intérimaire chez Leroy Merlin. Enfin, je faisais plusieurs choses par là. Et La fin de ton locatif, t'étais encore intérimaire, c'est quoi? Ouais. Ok. Juste que moi, j'ai toujours fait de l'intérim en France. Moi, je suis rentré en France en 2009 et j'ai fait que de l'intérim. Et puis, on a fait mes premières affaires de marchand. J'avais un peu de sous dans la poche. J'ai dit, attends, il faut que j'achète une maison. Puis Sébastien m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Puis je dis, t'inquiète, j'ai bien trouvé du financement. Et puis, c'était ça en 2000. Attends, je me trompe pas, 2021, ça doit être ça, là. Et là, j'ai levé 750 000. Voilà, c'était un mois de chômage, 1500 balles qui me payait le chômage. Et j'ai fait 3 prêts. Un de 400, un de 200 et un de 100. J'ai fait 700 000. J'ai levé 700 000 en locatif. D'accord, t'as fait un vrai dernier coup après qu'on se soit parlé finalement, juste avant la fin de la phase de locatif. Là, j'étais content. C'est pas mal. Incroyable. Mais encore une fois, c'était fou, quoi. L'argent était gratuit. En fait, tout le monde donnait de l'argent. Belles années. Bon, moi, j'ai ramassé. On me le donne. Je le prends. Toujours dans ton fief à Nogent, dans ce Non, là, j'avais fait 2 trucs à 3. Ouais. Et puis encore un immeuble à Nogent. En fait, j'avais acheté 2 choses à 3 où j'ai habité. Maintenant, j'habite 3, j'habite plus Nogent, mais je travaille toujours Nogent, c'est toujours mon fief. Mais après, bon, j'avais envie de voir autre chose que Nogent pour les enfants. Ils sont plus grands, lycée, tout ça. C'est comme ça que c'est mieux qu'on est allé à 3, quoi. Ouais. Voilà. Sur les étapes en marchant même, tu peux décrire peut-être un peu de cette époque-là, aujourd'hui, les 4 dernières années Voilà. Qu'est-ce que je te dis? J'ai fait plein d'affaires, simples et efficaces. Bon, j'en ai fait, je sais pas combien d'affaires. En moyenne, je dirais entre 3 et 4 par an. C'est à peu près ça. Il y a eu les premières affaires, c'était des petites sommes que j'ai payées cash, où j'ai tout pris mon argent. Je faisais pas, parce que j'avais un peu toujours cette appréhension du banquier. C'était des affaires à 60 000 balles d'achat, où j'ai pris tous mes économies que j'avais, même les économies de mes enfants, tout ça. Et puis j'ai tout mis, j'ai fait cash out. J'ai tout mis, j'ai revendu au bout de 2 mois, j'ai repris à peu près le double, et puis ainsi de suite. J'en ai fait 2-3 comme ça, de mémoire. Après, j'ai fait tout de suite une très grosse. C'était un copain à moi qui était investisseur, que j'avais aidé à faire des affaires, à expliquer, parce que je faisais des petites réunions où j'expliquais aux gars comment on fait du locatif. Puis j'avais aidé à faire 2-3 trucs, et puis il me dit, tiens Arnaud, je suis sur une affaire, c'est un monsieur qui vend 5 maisons en même temps. Il se lâche. Et je dis OK. Et puis il me dit, comment je peux faire? Je dis, fais comme ci, fais comme ça. Et puis il me dit, j'ai un peu de mal à me faire financer. Bon, je dis, tu vas voir lui, tu verras bien. Mais bon, au final, il se fait pas financer. Puis il me rappelle, il me dit, tiens, Arnaud, tu sais, les 5 petites maisons, je suis embêté. Le grand-père, il est sympa. Je voudrais pas que. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, vas-y, ça m'intéresse, je vais les visiter. Donc je visite les 5 maisons. Bon, ils étaient loués, c'était des maisons terrible. L'affaire, oui, tu faisais un petit 15-20%. Puis bon, je dis, ouais, pas ce que j'aime, mais bon. Et puis c'est tout. La personne qui me fait visiter, c'était la dame qui gérait tous les biens de ce monsieur-là. Et puis c'est tout. Puis elle me dit, il y a aussi un immeuble qui veut vendre. Je dis, ah bon? J'y ai fait voir cet immeuble. Alors elle me fait voir. Un super immeuble, bien fait. Alors, tout était pourri à l'intérieur. Enfin, vieux, parce que c'était des bailleurs à l'ancienne où, tu sais, qui faisaient jamais de travaux ou quoi que ce soit. Ils mettaient les locataires et puis c'était formidable, quoi. Et du coup, je dis, mais il était bien fait. Il y avait 2 entrées alors, c'était 6 lots ou 12 lots? Attends, je me rappelle plus de trop parce que ça fait longtemps. Non, c'était 12 appartements, je crois. Il y avait oui, ça faisait deux entrées différentes, distinctes. Ça faisait comme 2 petits immeubles jumelés, si tu veux. Et oui, c'était ça. Et voilà. Donc, je dis, OK, super, machin. Puis, il y avait aussi 12 garages. Je dis, pas mal, ça. Je dis, c'est combien, ça? Elle me dit, je sais pas exactement, mais je sais qu'ils veulent vendre aussi, tout ça. OK. Donc, j'appelle ce fameux monsieur. Je lui dis, monsieur, vous vendez combien? Alors, je sais plus exactement le chiffre. Je crois que le tout, c'était 400 000 € de mémoire. Je me rappelle plus très bien. C'était ma première année de marchand. Et OK, et je lui dis, alors les maisons, c'était ça. C'était 120 000 l'immeuble, ils me vendaient, et les maisons 280, je crois.
Alors, quand il m'a dit le prix de l'immeuble, en fait, les maisons, ils ne m'intéressaient pas du tout. Et c'est le même vendeur qui vendait les maisons. Ouais, c'était ça. C'était tout son patrimoine qu'il liquidait. Quoi. Et alors, je crois à quelques milliers près, c'est ça, mais je ne sais plus exactement. J'ai plus trop les chiffres. Et je dis, écoutez, moi, l'immeuble, il m'intéresse. Parce que j'ai dit, attends, c'est ça la marge. Le reste, c'est de la merde. Et puis, il était pas con. Il me dit, non. Vous achetez l'immeuble, si vous m'achetez le reste aussi. Bon, ok. Et du coup, j'ai renégocié un peu. Je crois que c'était 400 le tout et 420. Et je crois que j'avais négocié 340, 360. Enfin, je sais plus trop. Mais tout était loué dans les maisons. Alors, ça m'emmerdait un peu parce qu'on revend des maisons louées qui n'étaient pas louées cher. T'allais faire une moins-value, non, sur les maisons? Ouais, ou tout au moins... zéro. Mais je savais que la marge elle était sur l'immeuble, en fait. Puis c'est tout. Et puis, j'achète ça se fait. Premier gros prêt marchand, au final, hein. Et si tu veux, au final, la chance, il y en a qui s'en vont. Il y a deux locataires qui s'en vont. Et un qui meurt, malheureusement, c'est comme ça. Et puis, je crois qu'un autre qui s'en va. Enfin, pendant les 3-4 mois de commercialisation, parce que j'avais fait une précom, tout le monde s'en va quasiment. Il y en avait qu'une qui était encore là. Bon, c'est là que j'ai pas fait de marge dessus, en fait. Sur les 5 petits lots, au final, c'était la seule où j'ai pas fait de marge, où j'étais à l'équilibre. Sinon, tous les autres, j'avais fait 20 à 30% de marge dessus. Et l'immeuble, j'ai fait 100% de marge. Voilà. Et c'était ma plus grosse affaire début. Puis après, j'en ai fait d'autres. Hein. J'ai acheté des garages. Pareil, un mec, un marchand. Je me rappelle, j'arrive, je vois sur le Bon Coin. Hop, je sais plus, il y avait 13 ou 14 garages. Pam. Et sur le Bon Coin, je vois à 70 000. Je dis, putain, c'est pas cher, ça. Hop, j'y vais. Je harcèle le mec, Il me dit, ok, venez là, dimanche, ou je sais pas quoi. Bon, je vais voir. Je fais le tour. Le mec, on discute un peu. Au final, il me dit qu'il est marchand. Je dis, ok. Bon, je dis, c'est quoi ton meilleur prix? Il me dit 40. Je dis, ok, 40. J'ai revendu 120 ou 140 ou un truc comme ça. Pas rien à faire. Voilà. Alors, sur ces 2 deals, on va reparler après des stratégies, tout ça. Mais il y a, de ce que je comprends, il y a l'acquisition et l'opportunité qui fait que t'as le prix bas, quoi, finalement, négocié. Bon, après, ouais, c'est ça. Mais après, il y a la sortie aussi. Parce que tu dis sur le dernier, tu le vends à 120. Ça semble magique, mais il faut le vendre à quelqu'un. Est-ce que... Là, c'était des gens où j'avais aussi une de mes premières affaires. C'était celle-là que j'avais fait avec Sébastien. Sébastien, quand on a fait le cercle, moi j'étais débutant, j'ai fait 2 petites affaires à 60 000. Et là, il y avait une affaire, je sais plus combien j'avais acheté. Je sais plus, mais ça devait être 180 000. Il y avait 18 garages et un petit immeuble de 2 appartements à Nogent-sur-Seine. Et cette personne-là, ça faisait des années que je le connaissais. Et ça fait des années que je lui dis, le jour que tu veux vendre, je suis acheteur. Et il me dit, oui, j'ai bien compris. Puis à chaque fois que je le croisais, je lui disais, quand tu veux vendre, j'achète. Quand tu veux vendre, j'achète. Puis à force, il a compris. Hein. Et puis le jour qu'il a voulu vendre, il m'a appelé. Voilà, en fait, tu sèmes des graines, hein, tout simplement. Et puis il m'appelle, il me dit, ouais, Arnaud, tiens, joue mon truc. Je regarde, je dis 18 garages, un immeuble. Je dis, t'en veux combien? Il dit 180 000. Je dis, ok, 180 000, je te l'achète. Il me dit, bon, j'y vais. Déjà, c'est bien, parce que qu'est-ce que ça prouve d'acheter au prix? C'est très important. Premièrement, personne ne peut te dire quoi que ce soit, tu as niqué qui que ce soit. Tu as donné le prix que le mec il voulait, premièrement. Deuxièmement, il va dire à tout le monde, moi je travaillais à des petits secteurs, des petites villes, il va dire, Arnaud, il achète au prix. Donc en fait, tu viens avoir une réputation que tu achètes au prix. C'est pas toujours vrai, hein, c'est quand même assez rare, mais régulièrement, j'achète au prix. Et parce que en fait, les gens, ils comprennent pas, ils ont pas la visibilité. Qu'est-ce que j'ai vu, moi? J'ai dit, un garage, ça vaut 10 000. On achète 18, ça fait 180. Donc en fait, il m'offre un immeuble. Mais ça... c'est comme ça que j'ai réfléchi, en fait, tout simplement. Pourquoi le vendeur, il réfléchit pas comme ça? Je sais rien, moi, après. Mais parce que lui, peut-être souvent, les gens, ils valorisent des choses par rapport à leur vision à eux. Tu vois? Pour lui, c'était des appartements qui valaient peut-être, je sais pas, moi, 120 000. Et puis lui, il s'est dit, garage, ça vaut rien, il est loue mal, il y en a des loués, des pas loués. Tu vois? Au final, je crois qu'il est loué 30 balles. Je crois que la personne à qui j'ai vendu, il les loue 70. Donc, c'est x2. Donc, si lui, il est valorisé 5 000, au final, les 10 000, il les valent. Tu vois? Donc, en fait, c'est toujours une question de persuasion. Ça dépend comment tu perçois les choses. Donc, ça, toi,
soit tu vois tiens, ce verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je le vois toujours à moitié plein, jamais à moitié vide. Tu vois? Et en fait, c'est une façon de penser. Et majoritairement, des gens, ils pensent toujours le contraire de moi. Et j'ai de la chance, tant mieux. Et donc, au final, c'est moi qui pense différemment des autres. Mais ça me permet de voir des choses que les autres ne vont pas. Moi, du coup, le 180, pourquoi je vais aller négocier un truc où je sais que je vais faire une très belle marge? Je me dis, rien que si je revends 10 000 balles chaque garage, j'ai un immeuble gratos. Bon, l'immeuble, il les vaut bien, les 140 000 balles. Donc tu te dis, c'est bon, rends les gens contents, ça te fait une belle notoriété et tu gagnes ton argent. Du coup, j'ai vendu 300 000 ou 320 000, je crois, un truc comme ça. Et ces affaires que tu décris maintenant, que tu viens de décrire au début, depuis le début, en fait, c'est dans le même mode opératoire, c'est-à-dire tu vois de la valeur. Là, on est d'accord, on n'a pas parlé de travaux, de transformation du bien. J'ai jamais fait de travaux. Ok, ça ferme la discussion. Moi, de toute façon, si tu veux, je fais plusieurs choses dans ma vie. Je fais de l'immobilier locatif depuis toujours, où j'ai fait énormément de travaux. Mais quand j'achète des travaux, j'achète 4 murs, un toit, et je retape tout de A à Z. Donc en fait, je refais du neuf, quasiment. Mais je regarde toujours la toiture et les murs, l'enveloppe qui soit saine. Après, tout le reste, pour moi, on s'en fout. On rase tout, on recommence. Comme ça, tu sais où tu vas. Au moins, t'as pas acheté cher et tu sais ce que t'as fait. Parce que souvent, t'achètes des trucs à peu près faits. Souvent, c'est de la merde. Tu sais pas ce qu'ils ont fait et tu payes trop cher. Donc, dans le principe, dans le locatif, c'est ce que je fais. Mais je sais toutes les contraintes de temps, d'énergie, de problématiques qu'il peut avoir. Tu fais un budget, tu n'arrives jamais à l'avoir à peu près parce que tu es toujours dans l'ancien, quand tu casses, tu n'avais pas vu ça et tu pouvais pas le savoir. Donc, il faut l'accepter. Donc, bon, si tu prends un emprunt sur 15 ou 20 ans, le bordel, t'attends de le lycée, c'est pas grave. Au final, c'est pas. Voilà. Ça, tu crées du patrimoine futur où tu capitalises. Donc, bon, t'as pas besoin de ça pour manger. Donc, t'as le temps de prendre les problèmes. Tu peux les absorber. Le marchand, tu peux pas te tromper. Tu te prends un problème, tu peux vite couler. Hein. Ça te prend une claque. C'est comme si Mike Tyson t'aurait foutu un poing dans ta gueule, quoi. Donc, tu te le prends, ça fait mal, quoi. Donc, il faut éviter les coups. Donc, pour éviter les coups, déjà, je me dis, il y a déjà tellement d'emmerdements. Donc, déjà, tu dois parler à des agents. Deuxièmement, tu dois trouver des acheteurs. Tu dois convaincre les acheteurs. Tu dois convaincre l'agent. Tu dois convaincre les acheteurs. Tu dois convaincre son notaire, parce que peut-être il a son notaire. Tu dois convaincre ton notaire. Tu dois le géomètre, le machin. Déjà, rien que tu fais des trucs simples, tu as déjà 10 bonhommes à gérer. Le banquier, le machin, le banquier de l'acheteur, du vendeur. Enfin, tu as déjà des milliers d'emmerdes. Voilà. Et t'as pas fait de travaux encore. Donc je me dis, bon, je vais déjà prendre que la moitié des emmerdes, et l'autre moitié des travaux, c'est l'autre emmerdement. Eh ben, je vais le laisser là. Je vais le laisser pour les autres. Du coup, j'ai décidé en marchant, 0 travaux. Alors, ça peut être une petite cuisine, un parquet. Hein. Pour moi, c'est pas des travaux, ça, c'est du b.a.-ba. Mais dans le principe, je monte pas un mur, je fais rien du tout. Et en plus, ça t'engage pas comme ça. Toi, t'achètes dans l'état, tu revends dans l'état. Vous avez bien compris, vous n'avez rien vu, t'as rien touché, t'as pas de garantie à donner, forcément. Donc, ça t'allège quand même une charge mentale de temps. Donc, t'as plus de temps à aller chercher des affaires qu'à gérer les travaux. Parce que sinon, tu fais promoteur, ou autre métier, ou constructeur de maison, ou je sais pas quoi. Moi, mon métier, c'est d'acheter et de revendre. C'est pas de gérer les travaux. Tu vois, moi, quand je fais mon locatif, même si j'aime bien mettre ma touche artistique, on va dire, de dire on fait ça. Voilà, c'est bien, mais... La valeur ajoutée par rapport au temps, elle est voilà, pas... Enfin, je pense, surtout dans mon secteur où le prix mètre carré, il est encore... Enfin, si tu veux des travaux, il faut qu'on te le donne, le truc. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, je pense que moi, en tant que marchand, aujourd'hui, mon objectif, c'est de trouver des bonnes affaires et d'accompagner mes clients au mieux pour qu'ils soient contents d'avoir acheté mes produits. Et généralement, les gens qui m'achètent, ils achètent tout le temps à moi. Ils vont plus chercher autre part, parce que moi, je vends pas de la RP. Pareil, je considère que j'ai aucune valeur. Alors, j'en ai fait 2, 3, hein, mais voilà, j'ai fait un bon coup, j'ai revendu. Moi, ce que je suis capable de faire, c'est d'accompagner mon client par rapport à mon histoire locative et avec tous les problèmes que j'ai eus, parce que ça fait quand même 15 ans que je fais de l'immobilier. Donc, j'ai une certaine expérience et une légitimité, entre guillemets, qui me permet... Les gens, je leur dis, fais comme ci, fais comme ça, je lui donne mon réseau, mes contacts, et en fait, suivez la trame que je vous dis, vous serez content. Et en fait, les gens font ça, et souvent, ça se passe très bien, et du coup, ils ont dit,
J'ai juste à écouter la liste de courses à Arnaud, je la fais et ça se passe bien. Après, je dis, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vous conseille de faire comme ça, par expérience. Et généralement, ils sont contents. Ouais, donc je savais pas que tu étais concentré que sur le locatif à la sortie pour la vente. 90%, hein. Après, il y a toujours... Oui, il y a toujours des exceptions. Mais je me souviens que sur le parcours de ton locatif, quand tu m'en avais parlé, t'avais déjà introduit l'idée, je crois que tu en avais parlé à un moment donné, pendant que tu faisais les travaux à un plombier ou quelque chose comme ça, qui était intéressé pour se développer en immobilier, et tu lui as mis le pied à l'étrier en lui disant, bah tiens, regarde, tu devrais faire ça, regarde, et puis en fait, c'était devenu un client. Mais en fait... Sur le marchand, t'as appliqué la même méthode. Exactement. Du coup en fait, il faut juste aider les gens. Si les gens, tu leur fais gagner de l'argent, tu les fais grandir, bah, ils sont reconnaissants. Donc, soit ils te donnent des affaires, soit ils parlent bien de toi, soit ils sont réactifs. Moi, aujourd'hui, j'appelle quelqu'un, tu m'appelles à n'importe quelle heure, je te réponds, il me dit, tiens, Arnaud, j'ai besoin d'un truc, est-ce que je suis emmerdé avec ça? Je réfléchis, je dis, attends, appelle-lui, il va peut-être te rendre service. Après, j'ai pas les clés sur tout, mais et ça permet, en fait, moi, à la force, quand je parle avec mon réseau et tout ça, je dis, mais putain, en fait, tout le monde, c'est moi qui a fait le lien avec tous les gens, tu vois? Et en fait, je suis un peu le filament de tout ça, et j'essaye d'aider toutes les personnes autour de moi. Et puis, si ça permet que tout le monde gagne son argent, tant mieux. Et c'est pareil, moi, je prends jamais de commission. Tu vois, combien de fois j'ai fait faire des affaires, des agents, des trucs, où j'ai visité un truc, et l'autre, il me dit, ah bah tiens, ça, j'ai dit, ah bah attends, appelle-lui. Et puis les gars, ils me disent, ah bah on te doit combien? Tu me dois rien, mec. Je m'en fous, moi, en fait. C'est en nature si derrière, je l'ai fait, voilà. Et puis ouais. s'il fait, c'est bien. S'il fait pas, je m'en fous. Enfin, j'attends rien. J'ai pas besoin de lui pour bouffer. Et même quand à l'époque, quand j'avais pas de sous, je l'ai fait. Et j'ai fait des fois 100 sur des trucs que j'aurais pu, tu vois. Enfin, j'ai une affaire, là, j'ai fait une affaire de fou, là. Ma plus grosse affaire, c'est quelqu'un, je l'ai aidé à vendre un immeuble. Il voulait me donner 5000 balles comme ça. J'ai dit non, laisse tomber. J'ai rien fait, j'ai fait des visites. Je t'ai trouvé quelqu'un, fais ton affaire, on s'en fout, quoi. Et aujourd'hui, il m'a fait gagner 100 fois les 5000 balles, quoi. Donc, tu vois. Emmène-nous un peu sur la chronologie ensuite, après ces affaires-là, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être pas forcément une à une, hein, mais tu vois, une sorte de mode opératoire, les types de produits de marge. Si tu veux, grosso modo, j'ai fait, par rapport à ton podcast, ce que j'ai jamais fait, j'ai fait une moyenne sur les 5 ans. Grosso modo, j'ai fait... alors, j'ai eu des années à 35% de marge et une à 85%. Mais si on lise tout, en moyenne, je suis à 50% de marge. Surtout, sur 5 ans, je suis à 50% de marge. Brut, ouais, toujours. Est-ce qu'il y a eu une accélération, ou pas forcément une accélération, mais en termes de taille de deal, sophistication de deal, une sorte de progression en 2021 aujourd'hui, quoi. Alors, on va dire, c'est juste que les marges étaient plus grosses, parce que déjà, psychologiquement, quand j'ai commencé, c'était 60. Après, la plus grosse, j'étais 300 avec Sébastien, où au final, je flippais au début. Et en toute sincérité, je lui dis, au final, je suis capable de la faire tout seul. C'était le chiffre qui se faisait grand, parce que j'avais pas l'habitude de jouer avec des chiffres comme ça, 300 000 balles. Et puis au final, je l'ai fait quand même avec lui. Il m'a dit, si tu vas faire tout seul, tout ça. Je dis, ouais, c'est pas correct, mec, t'as dit que tu le faisais, tu dois pas te retirer. Et puis après, j'ai fait celle à 500 et ainsi de suite. Mais si tu veux, en soi, c'est que des chiffres. La façon de faire, ou c'est juste plus gros, ou t'as des euros en plus, mais la technicité et ainsi de suite, j'ai pas trop bougé, j'ai toujours resté dans un truc, j'achète, je revends, j'achète bien, ou je vois la division, ou sinon, c'était la technique de la cerise et le gâteau, c'est que j'en parle souvent. Voilà, c'est qu'en fait, quand je vois quelque chose, je dis, en fait, là, si t'achètes une maison, puis t'as le terrain, j'essaie que d'acheter le terrain, parce qu'en fait, la maison, si je la revends à peu près au prix que je vais la revendre. Donc, qu'est-ce que je vais me faire? Un portage où je vais me faire des nœuds aux têtes, où ça va me limiter mes apports, et ainsi de suite. J'aurai moins de liquidité, plus de stress et tout ça. Et autant acheter tout de suite le gâteau. Enfin, la cerise plutôt, pardon. Et puis là où tu as 100% de marge. Alors, la marge, si tu la calcules, elle est super. Hein. Tu fais des 200, 300, 400%. Après, c'est sûr que c'est pas des chiffres forcément extrêmes. Enfin, ça arrive aussi. Hein. Mais en attendant, tu as fait des affaires, tu as pris du pognon et puis tu peux avancer parce que tout coûte cher. Hein. Tu as toujours besoin de liquidité. Donc, ça, c'est plutôt ce que j'aime faire. Souvent, j'ai acheté, il y avait un immeuble.
sur 2 rues. Devant, il y avait un local commercial. Un de mes associés me dit, tiens, j'ai besoin d'un local pour ça. Je dis, attends, il y a un truc qu'on m'a proposé. Écoute, ça se vendait 100 000. J'ai dit, écoute, il s'appelle Cédric. J'ai dit, Cédric, tiens, regarde, t'as un local en bas, t'as un local à côté, toi, t'as besoin du local en bas. Tu mets ton truc, là, tu loues 200 balles. Au-dessus, t'as un appartement, il est déjà loué 500 balles. T'achètes ça 80 000 euros, c'est autofinancé. Tu mets ton truc et voilà, t'avances là-dessus. Il me dit, c'est bien. Du coup, il restait 20 000 euros. J'ai acheté 2 appartements pour 20 000 euros. Je les ai revendus 70 ou 80 000 balles. Voilà, ça c'est une super marge. Tu as fait du 400%, t'as quasiment rien fait. Là, j'ai fait juste le géomètre et puis c'est fini. Hein. Est-ce que sur ce deal-là, tu as fait la technique de la cerise et du gâteau ? C'est ça. Dans le sens où, en fait, si je comprends bien, et peut-être tu me dis, mais c'est peut-être pour les gens aussi qui comprennent que, en fait, sur ce deal-là, en fait, l'appartement du dessus à 500 et puis le local co à 200 de j'aurais pas acheté si j'avais. Tu l'as pas racheté et revendu. Tu l'as laissé l'acheter lui. Exactement. Avant que toi tu l'achètes. T'as zéro portage. Il a eu le gâteau et toi t'as acheté la cerise. Exactement. Okay. Et sincèrement, je pense que j'aurais pas fait le deal si j'aurais dû prendre tout. Parce que j'étais pas sûr de la sortie du local et de l'appartement en haut, où c'était un très grand appartement, très, très mal loué, avec plutôt une famille un peu, malheureusement, cassos, où tu te dis là, pour trouver un investisseur qui achète ça va être coton. Alors, t'aurais pu te le garder, tu te le gardes, une paire d'années, t'attends qu'il se barre, t'encaisses les loyers. Mais bon, en attendant, t'as pas les liquidités. Donc, c'est pas ce que tu recherches forcément. Ça dépend de l'avancée où t'en es. Hein, parce qu'il y a des marchands, maintenant, je suis plutôt à dire, je peux aussi garder des lots en stock pour X raisons. Mais là, c'était pas le cas. Donc, certainement, le deal, si j'aurais pas eu cette sortie-là, j'aurais pas fait. C'est sûr. Même à 99%, j'aurais pas fait. Et c'est aussi une façon de sortir d'une situation où, par exemple, tu achètes un immeuble et que tu as encore des meubles, enfin des lots qui sont loués. Tu peux faire la stratégie patrimoniale de ceux que tu n'arrives pas à vider. Tu les gardes pour toi. Ou ça te paye des charges aussi. Moi, je préférais, parce que en toute sincérité, je pense que je ne serais pas allé sur le deal. À 100 000 euros, je ne les aurais pas mis, les 100 000 euros. Ou pour me sécuriser, parce que moi, je suis très sécure, j'aurais fait une offre à 50 pour un achat à 100. Là, l'agent est content, je n'ai pas négocié. La vendeuse, ou le vendeur, je ne sais plus, il est content. Il a ses 100 000 balles qu'il voulait. Mon pote associé, il a fait son business, il est content, il a une bonne renta. Moi, j'ai fait une putain de marge. Et mes acheteurs sont contents parce qu'ils ont des beaux appartements. Tout le monde est content. Donc, voilà, il faut rendre des gens contents. C'est tout simple. C'est tout simple. Dans les sorties en commercialisation, si tu vas vers le locatif, il y a une population où faut que les gens, tu sais, soient dans l'esprit de vouloir avoir du locatif. C'est pas une population qui est extensible non plus. En fait, si tu veux... T'arrives pas à un moment où tu t'assèches en termes de prospects clients. Oui et non. Encore une fois, ça dépend des capacités de chacun. Mais si tu veux, moi, je vends le locatif depuis toujours. C'est ça qui m'a enrichi aujourd'hui. Le marchand m'a permis d'aller plus vite. Mais la vraie richesse, je pense, c'est le locatif, c'est durable. Je veux dire, demain... En marchand, tu peux avoir une année où tu trouves pas de deal, où c'est compliqué, où tu as des emmerdes, tu gagnes pas d'argent. Je me dis, j'ai une X immeubles, j'en largue un. Sur ces immeubles-là, ça fait 15 ans que j'en fais, donc en grande partie, ils sont plus ou moins payés. Donc, tu largues ce que tu dois à la banque. Ton capital que tu as capitalisé, il est à toi. Hein. Tu n'as pas de taxe. Il est à toi. Et même si tu revends sans plus-value. Donc, au final, le capital remboursé, c'est hyper puissant. Et moi, aujourd'hui, quand je vais voir des prospects, je leur dis, au lieu de mettre 500 balles dans des conneries, mettez plutôt même 500 balles d'effort d'épargne dans un immeuble ou qui vont rapporter peut-être encore 500 balles de plus de capitalisation. Et au final, vous avez 1000 balles qui sont dans votre poche, qui peuvent votre futur pour vos enfants, pour vous, pour un coup dur. Aujourd'hui, tu n'es pas à l'abri de te casser 2 jambes et puis rien faire, ou d'avoir une maladie, je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, moi, je considère que, et ça, c'est ma devise maintenant que je sais depuis quelques temps, c'est que si tu veux avoir un présent incroyable, il faut que tu fasses ton avenir formidable. Donc, ça te permet, si tu as une vision, tu as des murs, à chaque fois que tu achètes un appartement, un immeuble, ça te protège. En fait, aujourd'hui, même si je décide de plus faire de marchand, de plus travailler ou glander du matin au soir, je vends une paire d'immeubles, je suis tranquille, je suis à l'abri. Alors, je ne serai pas le pape, mais je pourrais bouffer et dormir quelque part.
Enfin, c'est un peu le principe de tout le monde. Donc, tu vois, et en fait, ça te permet d'avoir une tranquillité d'esprit. Et quand plus tu vois ton futur formidable, bah, ton présent, il est bien. En fait, t'as pas de stress. Tu te dis, bon, je fais pas d'affaires, ça va bien se passer quand même. Et en fait, je pense que la plus grosse maladie ou mot ou chose dangereuse dans le monde, c'est l'anxiété. Quand tu te lèves et tu te dis, comment je vais faire? Je suis obligé de faire ça parce que sinon, ma famille, machin, mais ça te bouffe. Moi, je l'ai vécu, ça. Pendant des années, mais j'ai fait toujours tout pour me protéger de ça. Même encore aujourd'hui, je crée des systèmes pour me protéger du futur. Parce que le futur, t'as des guerres, t'as des maladies, t'as eu le Covid, là, ça fait 5 ans qu'on sort du Covid, enfin qu'on rentrait dans le Covid. Enfin, il y avait toutes ces choses-là. Bah, par exemple, typiquement, quand il y a eu le Covid, je dis tous les immeubles, comment je vais faire pour rembourser si personne paye? En fait, j'avais une angoisse, c'était horrible, j'allais me coucher, j'étais là, j'étais mal. C'était pas l'avenir formidable. Ah non, c'était pas l'avenir formidable. Là, j'étais mal, toi. J'ai dit, putain, mais comment je vais faire? Puis à un moment, j'ai pris une feuille, j'ai fait mes calculs, j'ai dit, bon, bah allez, Arnaud, 50% de tes locataires, ils payent plus. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu dois vendre tout ton immobilier. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, j'ai fait le calcul, il me restait encore 3 ans à vivre. Et en vendant 50% de la valeur de mes biens. Bon, bah, là, j'ai passé le Covid tranquille, quoi. Tu vois, t'as plus de stress. Au final, tout le monde a payé, tout s'est bien passé. Mais en fait, si tu arrives à te projeter et voir que tu vas être bien, bah, en fait, ça se passe mieux, en fait. Et j'ai la même mentalité dans le marchand. Quand je fais une affaire, je dis, est-ce que j'ai déjà des acheteurs? Est-ce que, même si je me gourre, où il y a un pépin, est-ce que je suis assez large en termes de marge pour assumer le bordel? Parce que c'est m'est arrivé, hein, j'ai eu de galères. On en parlera tout à l'heure. Et si tu veux, voilà. Donc tout ça, tu prends des grosses marges de sécurité qui te font, si tu as 100% de marge, même si tu es tout bien gouré, tu as enlevé 50%, tu as toujours 50% de marge. Je pense que 90% des marchands, ils font pas 50% de marge. Donc bon, bah, tu es plutôt sécure. Bon, bah voilà. Donc du coup, tu vas tranquille à faire ton affaire, tu n'as pas de stress. Donc bah, si tu n'as pas de stress, tu réfléchis mieux. Si tu n'as pas de pression, pas de stress, ça avance, quoi. Tu avais un peu arbitré sur ton patrimoine locatif au moment. Alors j'ai arbitré une fois et j'ai très bien arbitré parce que je crois que j'ai vraiment très bien vendu. C'est un peu le hasard, hein. J'ai mis un peu par hasard. Enfin, j'ai mis une annonce, j'ai mis le prix, j'ai dit bon, il n'y a personne qui va acheter. J'avais pas très envie de vendre en final et puis j'ai dit bah s'il y a quelqu'un qui achète, bah, du coup j'ai très bien vendu. Donc du coup je me suis fait plaisir, j'ai fait un très très beau billet. Mais c'était pas nécessaire pour avancer sur ton non, marchand, j'ai même pas mis dans le marchand, j'ai réinvesti tout dans le locatif. Ok. Donc j'ai remis tout dans le locatif. Tu restes un peu en... T'as gardé ton patrimoine locatif. Ah ouais, moi je fais grossir tout le temps. Là, je crois que j'ai rien que le début de l'année, j'ai acheté déjà 4-5 trucs locatifs. Donc ouais, moi j'appuie. Le locatif, pour moi c'est la clé. Hein. En vrai, c'est un peu comme la bourse. Tu vois, il y a le mec qui fait du trading, c'est le marchand de biens. Ouais. Et puis, tu as le mec qui DCA tout le temps, il se pose pas de questions, il met ses 200 balles par mois sur X, Y, et il se pose pas de questions. Mais il sait que c'est de l'épargne, il est sûr à quelque chose. Tu crées ta richesse et après tu l'accumules. Quoi. Exactement. Il faut faire les deux. Quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Tu vois. Dans l'immobilier, maintenant aussi dans la bourse et les suites, mais... C'est quoi ton rythme de croisière en termes de nombre d'affaires par an? Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est 3-4 affaires. 3-4 affaires, bien. Ça te permet d'avoir du temps pour faire autre chose. Encore une fois, par rapport à mes affaires que je fais, moi, ils sont pas très chronophages. Mais je fais plein de choses à côté. Là, aujourd'hui, je suis en train de faire 1000 trucs. Mais ça me plaît, du coup j'ai embauché quelqu'un pour justement une collaboratrice pour faire tout ce que j'aimais pas, l'administratif, c'était pas ma tasse de thé. Et du coup, comme je vois que j'ai plus de temps à faire ce que j'aime et ce que je sais faire, j'accumule les autres projets qui me plaisent, qui me font kiffer. Puis ma collaboratrice, ça m'aide beaucoup là-dessus, et puis ça me permet de me libérer du temps et de l'énergie, et puis de profiter de ma famille, et puis voilà. C'est quoi les challenges que tu as connus sur les dernières années là, en tant que marchand, les gros problèmes dont tu parlais? Il y avait. Est-ce que tu t'es mis en risque à un moment donné, en danger ou... En risque, oui et non. Comme je te dis, je suis quand même assez sécure, mais ouais, des fois j'ai eu un peu chaud, quoi. Mais pas trop. Je fais attention quand même. Du coup, il y a eu la période où tous les taux d'intérêt ont explosé, et tout ça, où c'était compliqué. Moi, j'ai eu de la chance. Donc, mais je sentais que ça sentait mauvais. Donc là, j'ai ralenti sévère. Vraiment, j'ai acheté quasiment rien. Je faisais gaffe.
Si j'avais pas la sortie, et là, du coup, ce réflexe j'ai accentué ce réflexe de faire vraiment très attention. Et aujourd'hui, grosso modo, quand je visite, j'ai déjà l'acheteur et j'achète. Sinon, j'achète pas en fait. Quand tu dis ça, quand je visite, j'ai déjà l'acheteur, tu l'as en tête, t'as l'archétype de l'acheteur ou tu Ouais, l'as la enfin, physique exactement exactement non, mais j'ai 2-3 réseaux qui ont un gros réseau d'investisseurs qui me permettent de dire bon bah tiens, je sais pas, moi je visite un immeuble, je dis je pense qu'il y a un coup à faire, je les appelle, je dis venez voir, ils visitent, ils me disent ouais c'est bien pour nos clients c'est bon, ok, je dis vous m'en donnez combien, ils me disent je vous en donne tant, je vais voir l'acheteur, si ça passe par rapport au prix qu'il me donne, bah je négocie pas, sinon je négocie. Et puis, le vendeur, tu veux dire. Ouais, le vendeur, pardon. Ouais. Et puis je fais mon affaire, quoi. Donc ça réseau, c'est comme des CGP en fait qui eux ont des clients. Voilà, c'est à peu près, c'est des chercheurs d'affaires. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais. Et des sociétés même d'investissement clé en main, tu travailles. Ouais, c'est ce genre de mecs comme ça, quoi. Ok. Voilà. Mais c'est pas toujours, c'est eux, j'ai fait 2-3 affaires avec eux. C'est pas mon réseau principal. Mais quand je vois une affaire, je sais déjà, en plus je connais très bien mon marché, moi je fais 2 villes et 2 petites villes, donc je connais parfait, et puis il y en a une, c'est prétentieux de dire ça, mais j'ai pratiquement le monopole. J'ai tout visité, je connais tous les recoins, et quand ils veulent quelque chose, il n'y a que moi qui l'ai. Donc en fait, c'est soit ils passent par moi, soit ils passent par moi, donc c'est assez simple. Mais voilà, après c'est assez limité aussi, hein. Tu n'as pas 50 affaires par an, mais tu n'en as pas besoin non plus. Encore une fois, quelle est ton ambition, qu'est-ce que tes besoins? Bon, en toute sincérité, j'ai besoin de 240 000 € de marge à l'année pour faire tourner ma boutique. Après, tout le reste, c'est du plus. Enfin, c'est du stock. Et puis, je leur investis dans autre chose. Mais moi, je sais que avec 240 000, je fais tourner tout ce que j'ai à payer, enfin, tous mes frais, et ainsi de suite. Voilà. Donc, et là-dessus, j'ai une vraie stratégie que je suis en train de mettre en place pour que ça soit en automatique. Moi, j'aime bien faire des automatismes. Un système qui tourne tout seul, et puis après tu peux recréer d'autres systèmes qui tournent tout seul et puis qui te permettent de ne pas mettre beaucoup d'énergie, tu mets de l'énergie, comme de l'immobilier locatif, hein. L'immobilier locatif est une grande puissance au début, tu trouves le bien, tu mets en place, enfin les travaux et ainsi de suite, tu mets tes locataires, après, qu'est-ce que t'as à faire? T'as rien à faire, hein. Je veux dire, enfin quand les gens ils me disent « Oh, le locatif ça prend du temps », mais je dis « Mais qu'est-ce que vous foutez ?» Enfin moi, en toute sincérité, si ça prend 2 heures, je dois avoir 50 lots, ça me prend 2 heures au mois. Parce qu'en fait, tu as des outils aujourd'hui, tu n'as rien à faire, tu as rempli là, tu mets ton truc, tu n'as rien à faire. Un peu d'admin, mais encore une fois, tu as 3 visites. Tu fais 240 de marge à l'année, on va grossir le trait, tu vois. 240 de marge à l'année, tu prends ton train de vie dedans. Avec le reste, tu l'investis dans du locatif. En partie, oui. En partie, c'est ça le système ça... Oui, ça c'est enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais si tu veux, j'ai 2 boîtes de marchands. J'ai une boîte de marchands où c'est que pour vivre moi. Donc je suis tout seul, j'ai pas d'associé à rien. Je fais mes affaires, il faut que ça fasse ma marge que j'ai besoin pour vivre. Donc 240 000, 300 000, enfin on s'en fout. Alors là maintenant j'ai une salariée et ainsi de suite, donc ça me coûte plus cher, j'ai des loyers et ainsi de suite. C'est pour ça que ça aime bien cette somme, c'est quand même important. Et après, donc dans ça, je suis en train de créer tout un système où j'achète des immeubles. Je garde un lot, souvent du commercial, comme ça il y a peu de gestion. Et dans cette gestion-là, le commercial, c'est soit une partie de ma marge ou ma marge. Après que j'ai fait mes 240 000 €. Donc je peux dire, bon, c'est pas grave. Et ça fait un récurrent de loyer. Ce récurrent de loyer me couvre en partie mes charges. Donc mon objectif dans 4 ans, c'est que tous les loyers locatifs que j'aurais accumulés dans ma boîte de marchand me couvrent mes charges. Arrive aux 200, enfin à l'équivalent des 240. À peu près. Ouais. Voilà. Du coup, déjà, tu te dis, si ça va mal, c'est en automatique. Parce que ça reste toujours du locatif. Donc pas de stress. Tu peux payer ton salarié, tu peux te payer, tu peux avoir tes 2-3 trucs, et tu as le droit de tomber malade, tu as le droit de partir en vacances, tu as le droit à tout ça. Donc déjà, psychologiquement, tout respire. En plus, tu habites au bout de 4 ans, tu récupères ta marge, donc tu reprends du cash. Donc tu as de nouveau la vision du cash pour remettre à droite à gauche. Et puis quand tu as mis tout ça, ça t'empêche pas de refaire 1 ou 2 affaires, ou 5 affaires, ou 10 affaires, en fonction de combien de travail que tu veux mettre en place, et d'énergie ou de l'envie que tu as, parce que des fois, ça te fait chier de faire du marchand. Hein. C'est pas forcément... J'aime bien, mais si je fais autre chose, c'est bien aussi. Je veux dire, c'est pas le truc, toute ma vie, je vais faire du marchand. Enfin, j'en ferai peut-être toute ma vie,
parce que c'est un vrai levier. Moi, je vois juste en tant de levier pour me donner du cash, pour mettre des automatismes, pour faire des autres business qui me plaisent, où j'ai plutôt une valeur ajoutée ou une nouveauté, parce que je m'emmerde moi en marchant. C'est un petit peu ça aussi le problème. Enfin, c'est à l'avantage et l'inconvénient. C'est l'avantage, c'est que tu as créé un système, tu es sur un micro-secteur que tu connais parfaitement bien, avec un réseau que tu connais parfaitement et que tu as créé. Donc c'est ça qui fait la force, mais c'est ça qui fait la faiblesse dans l'intérêt du truc, parce qu'évidemment, tu t'emmerdes, quoi. Tu tournes vite de faire voilà. C'est comme tu es bon aux échecs, tu gagnes tout le temps, tu n'as plus envie de jouer aux échecs, ou aux jeux vidéo, ou n'importe quoi. Enfin, tu as compris le truc. Enfin, moi, je suis comme ça. Il y a des gens, ils aiment toujours perfectionner, mais bon, non, tu vas arriver à quel niveau de la perfection c'est débile. donc j'ai envie de me challenger sur autre chose. En fait, j'aime le challenge. Tu vois, j'ai fait une petite boîte de photobooths, des restaurants, des machins comme ça. Est-ce que je suis capable de le faire? Je vais y arriver. Il y a des nouveaux trucs, quoi. Il y a des nouveaux problèmes que tu n'as pas l'habitude. Donc, ça te challenge ton cerveau et puis tu apprends des choses. Donc, c'est ça qui, je pense, qui est intéressant. Et puis, pour revenir à tes automatismes, tu vois, l'immobilier locatif, voilà, maintenant, ça tourne automatique. J'ai plusieurs SCI où, moi, avec plusieurs associés, je leur dis, moi, je m'associe avec vous, on fait le truc, vous me donnez le levier bancaire, vous apportez aussi du cash, comme ça dilue le risque. Je vous le gère. Tout le monde est content, je fais comme si c'était vraiment pour moi, donc je gère aussi bien que c'était pour mes propres biens tout seul. Et puis ça me permet de ça, dire demain, si tu veux continuer, on continue, si tu veux arbitrer, on arbitre. On fout, moi, tout me va bien. En fait, il y a pas de. À t'associer sur le gaz. Bien sûr, mais c'est très bien, mais c'est bien aussi d'apporter des choses aux gens. Enfin, d'être tout seul, avoir plein d'immobilier, voilà, demain, encore une fois, je peux être malade, je peux être n'importe quoi, c'est qui le fait. C'est bien d'avoir quelqu'un qui pourra t'aider. Puis bon, ça permet de lancer les gens. Tu vois, les gens, ils sont contents, ils me remercient, ils sont contents, donc ça me fait plaisir. Puis voilà, puis comme ça, si demain ils disent on veut arbitrer parce que pour X raison, on arbitre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi j'en ai plein d'autres, l'immobilier, c'est pas grave. Donc, puis c'est plaisant de faire les choses avec des gens, tu vois, être tout seul, quel est le plaisir et puis c'est vrai que marchand, c'est quand même, ça peut être un métier vachement solitaire. Solitaire, ouais, carrément. Donc après, j'ai une autre boîte de marchand. Là, c'est un peu le même principe que dans l'immobilier locatif. On fait des affaires, top. On n'en fait pas, on fout. Et là, tu t'associes là. Ouais, là mais j'ai une boîte dédiée avec 2 associés là. Et puis voilà. Alors si c'est eux, le deal, c'est eux qui apportent les affaires, c'est moi qui les gère parce que c'est une agence immobilière. Et ça me permettait de pérenniser ce morceau-là de l'immobilier dans ce secteur-là, tu vois. Et puis voilà, on fait des affaires, c'est formidable. N'en fait pas, c'est pas grave, je suis pas en stress. Parce que moi, mon truc où je bouffe, il marche, quoi. Ouais, tu vois. Donc, tout cet argent-là que je gagne, je l'ai réinvesti. Donc, j'ai fait le système. Cet argent-là, c'est pour ça. Et puis, l'immobilier où j'ai du cash flow, c'est pour ça. Celui-là, c'est pour ça. Enfin, le photoboost, c'est pour ça. Le restaurant, ça sera pour ça. Tu vois. Enfin, je fais des poches comme ça. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, ça me permet de dire, ce business-là, c'est, je sais pas, moi, pour les vacances. L'autre business, c'est pour les voitures. L'autre business, c'est pour investir dans l'immobilier. Le business, c'est pour mes gamins, tu vois. Et puis, voilà. Puis après, le business principal, c'est le marchand qui me fait bouffer aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'essaye d'automatiser en interne du marchand pour que, même si demain, ça va mal, je suis quand même serein. Parce que une grande partie de la stratégie que tu emploies, elle est quand même basée sur l'humain, le réseau. Tu sais, ça c'est très chronophage. Ça c'est pas un truc sur lequel tu as économisé du temps et de l'énergie. Non, mais en fait j'aime ça. Voilà. Mais ça tu peux pas l'automatiser. Non. Ouais. Mais en fait c'est tous les jours lundi et tous les jours dimanche. Je veux dire, quand je suis là, on parle, on prend du temps, on sait de temps en temps au téléphone, on passe des fois quelques heures au téléphone, on parle ensemble. En fait, ça apporte ou ça apporte pas, mais déjà, ça me fait plaisir. Je suis content, t'es content, dans ta vie, ça s'améliore, tant mieux pour toi. Et puis peut-être qu'un jour, ça me portera des fruits ou pas, enfin, on s'en fout au final. Mais j'aime ça. Donc, et je pense que donner aux gens sans attendre quoi que ce soit, c'est ce qui est le plus puissant dans le business. Moi, enfin, ça m'a toujours réussi. Et des fois, j'ai passé, mais des fois, même mon épouse, elle me dit, mais à qui tu téléphones? Je dis, je sais pas. Du coup, le mec, ça fait 2 heures que je suis au téléphone, je lui raconte mon truc. Et puis, alors, des fois, il me rappelle, des fois, il ne m'a jamais rappelé. Enfin, on s'en fout au final. Puis, des fois, il y a des mecs, là, l'autre jour, on était au cercle MDB, là, pendant les Workday. Il y a un mec qui me dit, c'est toi, Arnaud?
Je dis, ouais. J'ai dit, t'es qui, toi? Non, c'était vu, là, tu m'avais parlé de ton truc. Je dis, ah ouais, putain, je sais pas, moi. Et, c'est marrant, tu vois, le mec, je l'avais marqué, quoi. Donc, bon, je me dis, c'est peut-être le vrai héritage que je pourrais donner à mes gamins, c'est qu'ils diront, ton père, c'était pas un con. Il m'a aidé, et puis peut-être que mon gamin, un jour, il fera une affaire ou un truc, ou je sais pas, enfin, il fera ce qu'il fera. Et on dira, ah, putain, t'es le fils d'Arnaud, putain, il était bien, ce mec-là, tout ça. Tiens, gamin, voilà ton poste, tiens, je sais pas, tiens, l'appartement. Mais parce que c'est m'est arrivé, en fait. Parce que mes grands-parents, ils étaient commerçants à Nogent-sur-Seine. Et apparemment, c'était des bons commerçants. Et des fois, j'ai fait des affaires parce qu'ils me disent, ah ouais, des petits-fils du Vivier ou de Presles, enfin bref. Et je dis, ouais. Ah ouais, c'est pour toi, c'est bon. Et moi, j'ai des gens, ils m'ont fait des 50% de réduction, hein, parce que j'étais le petit-fils d'eux. Hein. Donc, à mon avis, c'était pas trop des cons, mes grands-parents. Tu vois. Donc, je pense que c'est un bel héritage de faire ça, d'être quelqu'un de bien, de généreux et de faire les choses correctement, de pouvoir regarder n'importe qui dans les yeux. Et en fait, ça, tu le donnes à tes enfants. Parce que, quelque part, si les gens, ah ouais, toi, t'es petit-fils de machin, ah, c'était un vrai enfoiré. Oui, bon, si tu démarres déjà, c'est mal, quoi. Ça démarre mal. Tu vois, mais en fait, parce que les gens se rappellent de ce que t'as fait ou ce que t'as pas fait, ou surtout ce que t'as fait de mal. Donc, si tu essayes de faire à peu près bien les choses, alors je dis pas, j'ai certainement fait des conneries, mais voilà, il faut être droit dans ses bottes le maximum, d'être correct, de pas être là à prendre, tu vois. Par exemple, c'est pour ça que je prends jamais je sais pas, de commission, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, on t'a étiqueté, le mec, il fait pour l'argent. Ah non, moi je le fais parce que je veux le faire. Donc, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et en fait, je dois rien à personne et personne ne me doit rien. Voilà. Et ça, enfin, je pense, dans des petits secteurs. Après, encore une fois, peut-être que quand tu es dans Paris, t'en as rien à foutre, tu peux le roi des enculés, mais au final, c'est un milieu qui est très petit. Hein. Si t'es un enfoiré, une fois, deux fois, troisième fois, ça marche pas. Le karma s'en charge. Exactement, l'univers est bien fait. Donc il faut le respecter. Voilà, c'est comme ça que ma philosophie est là. Voilà. Et je pense qu'il faut juste être convaincu de ta philosophie, s'y tenir le maximum. Voilà. Est-ce que tu es monté ou est-ce que tu anticipes de monter sur des affaires peut-être plus grosses, peut-être plus compliquées, pas forcément pour on va dire l'impact financier que ça peut créer, mais aussi l'intérêt intellectuel. Tu vois, carrément. Ça, c'est mon rêve. Faire une foncière. Enfin, je suis déjà un peu au travail. Mais bon, on verra si ça y va au bout. Mais c'était quand on a cofondé le Cercle avec Sébastien. Moi, ma vision finale était là. Et je me rappelle quand je pitchais tout le monde, parce que j'ai pitché à 99% les membres à l'époque. C'est ce que je leur disais, hein, c'est juste encore ce que je viens de dire là, hein, c'est juste un levier. Avec ça, on fera de l'argent, on sera tous riches. Avec cet argent-là, on fera peut-être quelque chose ensemble, j'en sais rien, des restaurants, des hôtels, ou X ou Y, on sait rien, on se fera des trucs de ouf. Et c'est toujours ma vision finale, elle est toujours là. Donc là, je le fais à petit niveau avec moi-même, parce que je suis en train d'ouvrir plusieurs restaurants, d'autres boîtes. Puis j'essaye de mettre en place ça, peut-être un jour que tout le cercle investisse ensemble et puis qu'on fasse une putain de foncière ou un plan de retraite ou je sais pas quoi, un truc. Voilà, qu'on soit bien, quoi. Comme ça, et puis on fasse des trucs, mais juste pour. C'est même pas une question d'argent, c'est le plaisir de créer des choses, en fait. On est quoi? On est là sur Terre pour faire quoi? Juste pour compter billets? Bon, je pense qu'il n'y a pas que ça. Enfin, c'est bien d'avoir de l'argent. Moi, j'aime bien l'argent. Hein, parce que l'argent, ça te donne la liberté, ça te permet de faire des trucs. Pas d'argent, tu fais rien. Donc, plus t'en as, plus tu fais des trucs, mais faisons les choses qui font kiffer, quoi. Donc, moi, créer des trucs, j'aime bien faire des trucs. Mais toi, sur les affaires pour créer justement ça, peut-être cette vision et dessiner cette vision, est-ce que tu t'ambitionnes d'aller sur des deals peut-être un peu plus gros, un peu plus risqués? Alors, encore ou est-ce une que fois, c'est genre plus de volume du même type de biens, tu vois? Si tu veux, je pense que oui. Alors après, je serais limité par mon marché. Parce que mon marché, c'est un petit marché. Donc, je vais pas faire des deals à 10 millions. Hein, déjà, c'est impossible. Tu vois. Bon, je peux faire un truc à 1 million, 2 millions peut-être. T'es déjà content. Mais je sais que par rapport à ça, je serais limité. Donc, ma vision des choses, c'est que de créer un fonds d'investissement un peu marchand, je sais pas exactement, et faire des trucs avec des gars sur des marchés différents où j'aurai toujours ma vision marchand et technique et X ou Y d'achat-revente, mais sur des des marchés où il y a des volumes plus, bien sûr, sinon tu peux pas, c'est impossible en fait. En fait, je pense que même si tu vas sur des gros deals, l'important c'est pas de faire beaucoup de deals, c'est faire des bons deals, intelligents et avec une marge qui est importante.
Donc c'est ça où tu fais de l'argent, c'est comme ça. Parce que tu peux faire plein de deals. Moi je connais des mecs qui font plein de deals, mais ils font des marges de merde. C'est-à-dire quand tu es entre du 15 et 20%, moi j'y vais même pas, je les regarde même pas à 20%. Après, parce que en plus tu dois bouffer. Après tu peux faire des marges à 20% si, comme je t'ai dit, tu as mis tout en automatique. Tu sais que tout est payé, t'attends rien. Bon, bah 20% sur un billet de 300, 400 000, bah c'est pas dégueulasse, tu vois. Bon, 20% sur un truc à 100 000 balles, bon, c'est bien, mais l'énergie est le même en finale. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Vaut mieux faire un peu plus gros, mais encore une fois, il faut le marché qui va avec. Moi, aujourd'hui, mon marché, nos gens sur scène et Romy, il est pas assez fort pour faire ça. Déjà, j'ai déjà mangé le marché. Moi, tout seul, j'ai déjà quasiment tout pris. Tu penses que tu peux répliquer ça sur un autre secteur, du coup? Ouais. Et lancer, enfin, le former un peu. Alors, je me suis amusé cet été, parce que j'ai fait un peu le tour de France cet été. Ouais, j'ai vu ça. Je suis allé à Ancel, dans un petit bled chez mon coach sportif, et je me suis dit, puis après, je suis allé chez un autre copain à l'île d'Oléron, du Cercle, et puis après en Bretagne. Et je me suis dit, chaque fois une semaine. Je me suis dit, Arnaud, est-ce que tu es capable de trouver une affaire de marchand en une semaine, n'importe où en France? Je me suis donné le défi tout seul. Enfin, complètement con, mec. Et du coup, j'ai testé. Et j'ai réussi. Alors, bon, des fois, malheureusement, au final, j'ai rien acheté. Parce que, bon, il y avait un deal à Ancel, là. Et puis, bon, il faut analyser le secteur en une semaine. Il faut comprendre un peu ce qui se passe, et ainsi de suite. J'ai trouvé un truc bien. C'était un immeuble devant les pistes de ski. Formidable. Je dis, putain, mais c'est vraiment pas cher. Je suis allé visiter tout ça. Et bon, encore une fois, comme je voulais pas me griller et faire n'importe quoi, j'ai fait une offre. Le mec me dit, ok, c'est bien, l'offre est bien. Et puis après, il y a un Marseillais, parce que c'est à côté de Marseille. C'est à 2 heures qu'il est arrivé, il a même pas visité, le mec. Il a fait l'offre au prix, sans condition. Ouais. Moi, j'avais fait l'offre au prix, hein. Mais j'avais mis une condition de précom, tout ça, parce que je voulais me sécuriser naturellement, je voulais pas faire n'importe quoi. Puis là, c'est pas fait, mais je me dis, bon, il y a quand même un mec qui a mis sans condition au même prix, c'est que, à mon avis, l'affaire était quand même bonne. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Donc, bon, voilà. Donc, je me dis, bon, grosso modo, je me suis démarré à trouver. Après, je suis à l'île d'Oléron, chez notre ami Patrick, là, qui fait partie du cercle. On est allé chez lui. Puis, je dis, allez, Patrick, hein, il me montre un peu ses trucs, tout ça. Je dis, ok. Alors, il me dit, j'ai un peu de mal à trouver des affaires. Je dis, attends, je regarde. Je prends le bon coin. Je regarde. Je dis ça. À mon avis, il y a un coup à faire. Hop, on appelle. Je lui dis, tiens, appelle d'agent. On a visité. On a fait une offre. Enfin, je lui dis, vas-y, hein, moi, je la ferai pas. Il y avait 50 000 balles à faire. J'ai fait là tout seul, hein, on peut se la partager. Puis je vais pas être là, j'ai rien fait. Moi, je t'ai juste emmené. Et puis j'ai dit, ouais, là, il y a un truc à faire. Et au final, bon, il y avait une histoire de mairie, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus trop le fin de l'histoire. Ça dure un peu. Bon, il a perdu l'affaire pour 1 000 €, je crois. Enfin, c'est ce que m'a dit Fabien l'autre jour, là. Donc, c'est un peu dommage. Et puis, pareil, là, je vais en Bretagne, côté de chez ma sœur, là. Je passe une semaine, je regarde un peu les trucs. Et je trouve un corps de ferme, il y avait tout, c'était bon, hein. Et pareil, préempté par la mairie. Alors, bon. Mais, bon, écoutez, je n'avais pas forcément l'intention d'acheter quoi que ce soit, c'était juste, je me suis testé. Est-ce que tu travaillais dans ces secteurs que tu connaissais pas de la même manière que tu travailles dans ton... Ouais, c'est-à-dire la sortie, tu avais tout prévu À la sortie, non, forcément. Mais parce je veux dire, le personnel, qui c'était, tout ça. C'était encore une fois locatif. Hein, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ce qui est assez facile de transposer de région à région. Parce que gros, les intérêts sont à peu près pareils partout en France. Les locations, c'est à peu près... La location de prix mètre carré, c'est à peu près pareil. Tu sais, quelque chose près, un F2, à part Paris ou les grandes villes, partout en France, en race campagne, il vaut à peu près la même valeur. Hein. Après, il y a des micro-marchés où, si tu le comprends bien, tu as une vraie valeur ajoutée, parce que si tu l'as bien capté, t'es fort. Mais à quelque chose près, on est tous à peu près pareil. Hein. Et toi, quand tu proposes ça, tu proposes du rendement genre 6%, du rendement brut à 6%, ou est-ce que tu proposes... Ouais, moi je regarde jamais le rendement, si c'est brut ou pas. Grosso modo, je veux que les gens soient à l'autofinancement. Ah, ok. Et c'est très bien. Calcul, tu leur dis... Ouais, après je dis des fois, vous aurez peut-être 50 balles à sortir. Si vous n'êtes pas capable de sortir 50 balles, restez chez vous. Là, je dis, ouais, regarde, tu prends un prêt, là, tu prends un truc à 100 000 balles. Tu prends un appartement 100 000 balles. Grosso modo, alors avant c'était plus facile avec les taux à 1,5 parce que le calcul était simple. 100 000 balles, ça faisait 500 balles de mensualité. Bon, aujourd'hui, je crois que c'est 100 000 balles, j'avais fait le calcul, c'était 650 ou 700 €. Bon, on va dire 650. Sur 650, grosso modo, tu as 250 de frais d'intérêt. C'est-à-dire qu'avec tous les mois, tu économises 400 balles. Je dis, putain, tu gagnes 1500 balles ou 2000 balles. Tu économises 400 balles, c'est 25% de ta paye ou 20%. Putain, c'est quand même incroyable, non?
Bah, je dis ouais. Bah, voilà. Donc, fais-le. Bah, quand tu l'expliques comme ça, c'est formidable. En fait, c'est comment t'emmènes les trucs. Si tu l'expliques, les gens, c'est bien. Je sais pas, moi, je te dis, tu mets 20 000, t'économises 400. Tu contextualises le truc, quoi. Tu leur bah, dis moi, ce je dis que ça aujourd'hui, représente, en fait, je crois que je dois faire 5 fois plus que mon salaire en capitalisation chaque mois. Putain, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que je capitale 5 fois plus que mon salaire. Bah, je dis, mais merde, c'est qui fait ça? Personne. Même si j'ai pas de salaire, j'économise encore 5 fois mon salaire. C'est un truc de ouf, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un levier qui est incroyable. C'est magique. Et là, on voit vraiment que la vente, c'est ton truc. Je sais pas. Non, mais c'est ça. Ah, bah, une fois, j'avais fait un coup de fou. Alors ça, en fait, j'ai eu un coup de chaud et un coup de fou. Si tu as une anecdote, là, pour avancer un peu. C'était justement l'année où j'avais pas trop acheté. Pareil, un immeuble que j'étais dessus depuis, 7-8 ans, je crois. Hein. C'était énorme. Tous les mois, j'avais visité il y a très longtemps. Puis le vieux, il me disait non, j'ai pas passé 30 ans, je vais pas payer de plus-value, j'attends. Et je voulais l'acheter en locatif seul. Et puis bon, je faisais plus de locatif, je faisais du marchand. Et puis je reviens le voir. Et puis il me dit, ça y est, l'année prochaine, je vous le vends. Je dis, c'est cool. Et il m'appelle, il dit, Arnaud, je vous le vends. Top. Donc on visite 6 appartements dégueulasses. Hein. Franchement, le mec, en 30 ans, il a jamais fait un putain de travaux. Enfin, il y avait du carrelage. Dans une pièce, je crois qu'il y avait 5 carrelages différents. Quand il y avait un truc, il le mettait là. Bon, c'est tout. Et puis derrière, il y avait 9 garages. Donc moi, je me dis, facile. Je coupe, je vends l'immeuble, je vends les garages. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Impeccable. Et puis là, c'était la période justement où tous les taux d'intérêt montaient, personne n'empruntait. Je dis, putain, les 9 garages, je vais galérer à les vendre, tout ça. Parce que l'immeuble, je l'avais déjà vendu, en fait, si tu veux. Pour être simple, j'ai acheté 220, j'ai revendu 240 à la dame. Et les garages, c'était ma marge. Puis je me suis dit, là, c'est au moins 10, 12 000 le garage, c'est super, centre-ville. Bon, c'est tout. Et du coup, je dis, au début, je voulais tout vendre pour passer le cap. Et puis après, je me dis, putain, c'est qui va être capable de ça? C'est compliqué en ce moment, les trucs. Bon, je m'étais fait un truc dans ma tête tout seul. Puis je dis, je vais quand même tester le marché. Je prends un garage, je mets une photo, je le mets sur le bon coin. Je dis 12 000 balles de garage, 50 appels. Et je réponds à un. Et le mec, il me dit, ouais, je peux visiter. Je dis, maintenant, j'ai répondu, je dis, vas-y, viens, mec. Donc, il visite et tout. Il dit, je vous les prends, je vous en prends 3. Je dis, putain, fais chier, merde, sur 9. À 12 000, parce que moi, je me suis dit, je vais la revendre 15. Ouais, tu pouvais monter le prix, quoi. Voilà, j'ai dit, et du coup, j'ai enlevé l'annonce et j'ai remis à 15 et j'avais encore 30 appels. Hein, donc, il y avait... T'es loin du compte. Voilà, j'ai dit, merde, je rate un peu d'argent. Bon, c'est tout. Et puis, c'est tout. Et je dis, ok. Vous payez comment? Il me dit, je paye cash. Nickel. Ok, je dis, du coup, vous avez combien? Mais il me dit, j'ai 40 000, je paye 36, et puis après les frais de notaire, 40. Bon, je réfléchis, tout ça. Je dis, mais vous allez faire en quoi? Moi, j'ai une voiture, je vais mettre mes voitures dedans. Enfin, moi, ok. Un peu de mécanique, tout. Ok. C'est tout. Puis je réfléchis. Je dis, putain, le mec, 40 000. Tac. Je fais le calcul, je lui dis, mais il y en a 9. Je dis, tiens, si je vends les 940 000, c'est pas mal, quoi. Puis je l'appelle, et puis ça me faisait chier d'aller 9 fois chez le notaire, un truc comme ça. Je l'appelle, je lui dis, tiens, vous voulez pas manger avec moi au resto? Je vous invite, j'ai un truc à vous proposer. Il me dit, ok. Donc on discute, voilà. Puis je dis, écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Pour 40 000 que vous mettez de votre poche, je vous propose tous les garages, comme ça, vous avez une propriété à vous. Il m'a comment ça? Vous empruntez 100 000, vous mettez 40 000, ça fait 140 000. Et les 100 000 que vous empruntez sont remboursés par les loyers que vous faites. Au début, t'es un peu comme ça, il me dit, et puis après, j'ai réfléchi. Vous avez la totalité des garages, vous n'êtes pas emmerdés, vous êtes chez vous, il n'y a pas de copro, il y a quoi que ce soit. Il me dit, ouais. Et quand tu divises 140 par 9, ça fait 15 500. Du coup, je les ai vendus 15 500 pièces. T'es revenu, tu vois. Voilà. Ah, c'est un beau comeback, ça. Ouais. Et là, tu vois, il faut avoir un peu de fantaisie, un peu d'imagination. Et en fait, pourquoi il a accepté? Alors, en fait, sa douleur, c'est de sortir l'argent de sa poche. Il était déjà prêt à sortir. Donc la douleur a été déjà faite. L'argent que tu empruntes, moi j'ai des millions que j'ai empruntés. Tout le monde me dit, tu dors bien? Je dors formidablement. Ça me stresse pas d'avoir des millions en dette. Parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre? Au final, c'est pour mon argent. Grosso modo, j'ai de l'actif en face. Parce que mes immeubles, ils sont pas pourrables.
Donc bon, bah, si demain il m'arrive une merde, je leur donne, ils reprennent leur argent, il me reste un peu, et puis je suis content. De toute façon, j'avais rien. Donc, je suis commencé avec rien, donc j'aurai toujours quelque chose. Tu vois? Et en fait, j'ai mis ça, et le mec s'est passé, et voilà. Et en fait, j'ai tout vendu d'un coup. J'ai vendu plus cher que ce que qui devait acheter, et le mec, il est content, hein. Et moi, je suis content. On est restés amis, on s'appelle de temps en temps. Encore une fois, des fois, il me dit « Ah, tiens, Arnaud, il faut que je fasse ça. Comment je fais ?» Je dis « Tu fais comme ci, tu fais comme ça. » Et puis voilà. Puis de temps en temps, je dis « Alors, tu vas racheter ?» Il me dit « Ah non, là, je suis bien. » Enfin, c'est pas le profil. En fait, lui, il voulait des garages. Il a vu l'opportunité. Et voilà. Tu vois? Ouais. Mais c'est ça, en fait, d'avoir des fois, les gens, ils me disent « Comment tu fais ?» Je dis ça. Faire la démarche aussi, d'avoir une technicité, d'emmener les gens et pas avoir la douleur. Parce que la vraie douleur, c'est ton argent quand tu le sors de ta poche. Moi, tu me dis, tu me donnes 1 euro, t'empruntes 100 000. En fait, les autres 100 000, c'est pas toi c'est l'argent de la banque, c'est fictif au final. Enfin, c'est pas fictif, mais ça te fait pas mal, tu vois. Tu vois ouais, non, mais c'est clair. Et puis là, alors, heureusement que j'avais fait ça, parce que je me suis fait une belle marge, 140 000 pour 220. Là. Putain, l'immeuble, Jean à la Gonzesse. Et tout ça, bon, j'étais content, là, c'était la période où c'était compliqué, je suis en vacances, devant la plage, et les poches pleines, puis un lot à vendre, formidable. J'étais heureux. Elle m'appelle, elle me dit « Ouais, salut Arnaud, tout ça, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai cassé tout le plafond. » Bah, j'ai dit « Cool, super Laetitia, elle s'appelle Laetitia. » Et alors ben, elle me dit « C'est rempli de champignons. » Ah, j'ai là, c'est la merde. Alors là, tu te dis, là, t'as 2 solutions. Soit tu te dis, t'assumes, soit tu balances ton téléphone par la mer et tu restes au Portugal. Comme si c'était pas passé. Bon, j'ai rien entendu. Et puis là, j'ai mal dormi 2-3 nuits. Puis je dis, bon, bah vas-y, c'est quoi l'ampleur? Elle me dit, bah là, j'ai cassé juste 1 mètre et je suis sous la grosse poutre et complètement pourri, on met le doigt dedans. Enfin, tout est pourri. Putain, ça rase. Et bon, bah, je dis, tu sais ce qu'on fait? Tu casses tous les plafonds et on voit l'ampleur. Juste on en est où? Putain, les 2 étages. Ouais, premier étage, 2e étage. Ah, je dis, putain, j'espère que la charpente n'avait pas touché. Je dis, démonte tout, vraiment tout. Je lui dis, hein, tu démontes tout. De toute façon, elle avait prévu de tout démonter. Hein, donc. Et tu l'avais vendu, hein, juste pour ça, tu l'avais déjà vendu. Ah ouais, c'était vendu. Hein, okay. C'était signé, j'avais pris le pognon. J'étais cul propre. J'avais rien. Enfin, j'avais de l'argent et j'avais pas de l'eau. Ok. Et là, elle me dit, il y a encore un locataire, tout ça. Je dis, bah écoute. Et puis, comme tu vois, c'était des poutres, il y avait et c'était des plafonds en plâtre avec des petits morceaux de bois, comment ça s'appelle? C'était plâtré avec des petits lithos, tout ça. Et quand ils ont enlevé le plâtre, parce qu'en fait, il y avait l'ancien propriétaire, il avait mis du polystyrène. Parce qu'en fait, avec le polystyrène, le plâtre, donc personne ne voyait qu'il y avait des problématiques. Vous ne pouvez pas le savoir. Tout était caché au final. Personne, enfin, moi je savais pas, eux ils savaient pas, enfin, tout le monde était de bonne foi. Et du coup, quand on a tout cassé, en fait, les poutres ils se sont fragilisées parce que plus rien se tenait. Et il y avait un locataire, ça commençait à flancher comme ça. Elle me dit, oh là, ça flanche. Alors, elle m'a appelé 2 jours après. J'ai dit, attends, bouge pas, j'appelle mes gars, ils me font des travaux de temps en temps pour le locatif. Et puis je leur ai dit, bah tiens, allez étayer toutes les poutres, comme ça, au moins, ça maintient. Puis je dis, le locataire, une chance, j'ai un appartement qui venait de se libérer. Je dis à ton locataire, tu dis qu'il vienne dans mon appartement, c'est gratuit. Je savais qu'il allait partir, donc 3-4 mois après, il est parti. Et voilà. Du coup, déjà, tu assumes là, et puis je dis, mais attends, moi je viens d'arriver au Portugal, j'ai pris 1 mois de vacances, je vais pas revenir spécialement, ça me faisait chier, parce que bon, plus j'étais allé en bagnole, laisse tomber. Et c'est tout. Donc, bon, bah là, je dis, bah fais tout ça, fais venir les huissiers, constate, et puis fais venir des entreprises pour voir ce que c'est comme putain de champignon. C'est la mérule, c'est pas la mérule, moi j'en sais rien. Enfin, père chez nous, il y en a pas. Bon, au final, ça en est pas une, mais c'était aussi merdique que la mérule. Donc, bon, ils ont fait les analyses, tout machin. Alors, moi, j'appelle mon assurance. L'autre, elle me dit, bah non, ça marche pas. Je dis quoi? Et puis, 50 000 balles de trucs. Bon, bah après, j'ai résigné, hein. J'ai dit, écoutez, Laetitia, t'inquiète pas, je prendrai tout en charge. Peu importe le prix, j'assumerai. Parce que je savais pas à l'époque combien ça allait me coûter. J'assumerai, voilà, c'est mon rôle, je suis marchand, j'assume les choses. Alors j'ai des copains, ils m'ont dit, ferme ta boîte, t'en as rien à foutre. Mais j'ai dit, mais t'es baisé, toi. Le bled, il fait 6 000 habitants. Si je nie quelqu'un, je suis mort, moi. Ouais. Donc tu peux pas te permettre. Sinon, il faut que tu déménages, tu changes de région, quoi. Non, j'ai dit, j'assume. Puis aujourd'hui, tiens, me rachète encore un truc là la semaine prochaine.
Donc, bon, voilà, j'ai dit 50 000 bulles de pub. Alors, c'est une belle pub. Hein. Elle a intérêt à en parler beaucoup autour d'elle. Non, mais en vrai, tiens, la preuve, j'avais racheté l'année dernière un immeuble avec Silo. J'ai fait juste une copro. Et son mari, il est agriculteur. Elle. Et là, c'était les agriculteurs, ils m'ont acheté de l'eau. On parle, et puis bon, tu sais, les agriculteurs, ils se connaissent un peu tous. Et je dis, écoutez, si vous voulez, là, l'histoire qui m'est arrivée le jour avec Laetitia et son mari, si vous voulez, vous pouvez leur poser des questions, hein, vous verrez bien ce qu'ils vous racontent. Hein. Parce que tu sais, marchand de biens, ça fait toujours, des fois, les gens, ils s'inquiètent un peu. Et puis voilà. Ils l'ont appelé ou pas, je ne sais pas, mais le soir même, j'avais une offre au prix sans aucune négociation. Voilà. Mais au final, tu vois, ça paye quand même. Il faut créer ce cercle. Et tiens, petite anecdote aussi pour les marchands, ça c'est une belle technique. Quand vous avez un agent immobilier, tu vois qu'il est moyennement bon, enfin, moi j'ai dit, fais première visite, tu fais visiter tes clients, et si tu le sens qu'ils sont un peu fébriles ou quoi, moi je refais la deuxième avec eux. À chaque fois, je close. Là, tu parles d'un bien que tu veux... Que je vends, par exemple. Ouais, puis, des fois, il y a des deals où tu laisses la commercialisation. Et quand tu vois que ton agent immobilier, il débute ou il n'est pas très doué, tu fais l'annonce, tu fais visiter. Quand tu sens que tes clients sont un peu chauds, à la contre-visite, c'est moi qui l'ai. Comme ça, je réponds à toutes les questions directement. Tu vois, c'est pas du ping-pong. Ah oui, machin. Et ça, c'est jamais bon. Plus que ça... t'arrives... Plus il y a d'interaction, plus il y a de chances qu'ils se sauvent. Qu'ils ont peur parce que l'autre, il dit « je sais pas » ou « j'ai pas compris ». Enfin, combien de fois, ils comprennent rien. Donc, vaut mieux dire « je viens à la deuxième visite ». Au moins, s'il y a une question X ou Y ou ils disent « ça, comment ça va se passer ?» Tu dis « soit je m'engage, soit c'est vous qui allez le faire ». Enfin, peu importe, où tu t'expliques les choses. Et généralement, ça assure les choses et ça se passe bien. Ça évite qu'au compromis, il y ait des discussions. C'est déjà réglé juste avant le compromis. Comme ça, parce que des fois, ça m'est arrivé aussi de rencontrer les clients au compromis. Et puis, voilà. Donc, tiens, l'autre jour, c'est pareil. J'ai un jeune homme, là, dans le même immeuble, le dernier appartement que j'avais avant. Voilà. Il visite, locatif, tac, tac, tac. Et au compromis, il y avait 2-3 questions, on a répondu. Et puis, l'agent, après le compromis, il me dit « Arnaud, je peux donner ton numéro au client ?» Je dis « ouais, pas de problème. » S'il a quelque chose, il m'appelle. Donc, on s'est appelé. Enfin, il m'a appelé. Et puis, au final, on a resté 3 heures au téléphone. Il me dit « Ah, c'est trop bien !» Je dis « venez bouffer avec moi, je vous explique comment on fait du locatif. » Puis, je lui ai expliqué « tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. » Et puis, le gars, c'est bon, il est tranquille. Il me dit « la prochaine fois que j'achète un autre appartement, c'est chez vous. » Voilà. Tu vois ? Former ses clients, quoi. Mais ouais, c'est ça. En fait, il faut que tu apportes de la valeur. Enfin, marchand, c'est pas juste de vendre un truc. Ouais. C'est si tu apportes tout le service à côté, en fait, les gens, ils sont contents. T'as apporté une vraie valeur ajoutée. Pas juste... je pense que c'est ça notre métier aussi. C'est pas juste t'achètes et revends. Alors, des fois, ça arrive aussi. Mais si tu peux et t'as la possibilité de le faire, pourquoi pas le faire ? Ça te coûte pas plus cher. Tu es content. Tout le monde est content. C'est un vrai... c'est comme tout commerçant. C'est celui-là qui achète des pommes et qui donne la belle pomme enrobée d'un papier. Au final, le papier sert à rien, mais voilà. L'attention, quoi. Voilà, c'est l'attention, c'est le truc, ou le petit truc pour le gamin, ou quand tu vas dans un restaurant, quand les gens t'arrivent dans un restaurant, même si tu connais pas le serveur ou le patron, il vient, il te salue, il te donne la main, comment allez-vous, tu te sens mieux. Bon, t'as envie de revenir. Il dit, c'est l'addition, c'est 20 balles ou 50 balles. C'est moins rigolo, quoi. Donc, mais c'est du commerce, hein, le marchand. Faut aimer les gens, Voilà, si tu fais que pour l'argent, faut pas faire ce métier-là. Je pense, tous les métiers, de toute façon. Ça donne un bel aperçu, vraiment une fenêtre sur un style de marchand, finalement, qui est vraiment propre à toi, mais je pense qu'il fonctionne vraiment bien, qui a vraiment beaucoup d'impact sur les valeurs ajoutées que tu donnes, données sans attendre à recevoir, et le pouvoir du réseau humain, quoi. Ouais, parce qu'en final, la valeur ajoutée, quand je fais du marchand, découper un immeuble, faire une copro, il n'y a pas vraiment de valeur. Ouais. Je veux dire, ça, je trouve que c'est valorisant, pour moi, c'est pas... Ça apporte pas une technicité ou un génie particulier, tu vois. Ouais, tu cherches pas à être le Michel-Ange des marchands de biens, quoi. Voilà. Mais par contre, je trouve que je peux changer des vies. Parce qu'en fait, la personne, s'il fait bien son locatif, il est content. Moi, j'ai des gens, c'est des générations qui m'achètent. Et moi, j'ai 2 fois les parents, les enfants, ils m'ont acheté et ils m'ont dit, nous, on achètera toujours chez toi. Parce qu'en fait, j'ai fait un vrai accompagnement. Et puis, généralement, mes clients viennent mes amis.
Je suis sincère, tu vois, je fais pas. Et puis après, je me cache pas où là, et lui, faut que je me cache, tu vois. Pas de problème, viens, on mange ensemble, hein, c'est cool, quoi. Donc je pense qu'il faut être droit dans ses bottes et puis assumer les choses, quoi. Aujourd'hui, tu fais des conneries, ou ça t'arrive des merdes que t'as pas prévues, t'assumes, comme les 50 000 balles, et puis voilà, j'assume, hein, je dis devant toi, au micro, où ça va être enregistré, et tout le monde peut le voir, enfin, j'ai volé personne. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs, des ressources, des sources d'inspiration, des trucs que tu penses qui sont bien en ligne avec ce dont on parlait là, qui t'ont toi peut-être aidé ou que tu pourrais recommander ou... Ouais, moi j'écoute beaucoup de choses sur le développement personnel, la théorie stoïcien, des choses comme ça. Je pense qu'en fait, il faut être sain dans sa tête pour faire les choses sainement. Donc en fait, il faut déjà travailler sur soi. Mais c'est pas, enfin tout le monde le dit, c'est bien, c'est pas écouter un livre, regarder un livre ou écouter un podcast de temps en temps, c'est bien. Mais en fait, il faut vraiment émerger dans ce monde-là. C'est-à-dire que moi, j'écoute ça du matin au soir quasiment. J'écoute pas la radio, j'écoute pas la télé. Dans ma voiture, quand je suis venu ici, on s'est tapé 2 heures de voiture, 2 heures de trucs sur l'état d'esprit, la vision, le chose, mais c'est des choses que j'ai écoutées peut-être 100 fois. Mais sur les 100 fois, à chaque fois, j'ai l'impression de redécouvrir le truc parce qu'il y a toujours quelque chose que t'as pas entendu, t'as pas compris, c'est pas ton moment, et ainsi de suite. Et je pense qu'il faut rester baigné là-dedans. Même mes associés sur d'autres business, je les oblige. Enfin, je les oblige. Pas obligé, mais je leur envoie toujours une petite vidéo que j'écoute moi. Tu les encourages, ouais, je les encourage. Ouais. Je les envoie et je lui dis, bah tiens, hop. Et puis, alors des fois, il me dit, ouais, tu nous fais chier. J'ai dit, ok, mais où tu veux aller? C'est ça. Alors, est-ce que tu veux juste faire un petit truc ou tu veux faire un grand truc? C'est quoi tes ambitions? Mais pour ça, c'est comme le sport. Le sport, tous les jours, je fais du sport. Tous les jours. Mais tous les jours. Même quand j'ai pas envie. C'est mortel. Et ça, c'est dur. Mais c'est là que tu te forges. C'est là que tu viens fort. En fait, ta vraie inspiration, elle est autour de toi tous les jours, mais c'est la discipline. Moi, c'est Sébastien. Et il me l'a dit une fois qu'on a commencé, il me disait, Arnaud, toi, t'as le génie. Tu sais faire, c'est naturel, tu fais les choses simplement, mais ton vrai manque, c'est la discipline. Je comprenais pas, je dis, qu'est-ce qu'il m'a raconté avec sa discipline de merde. Et au final, c'est vraiment ça. Tu peux être le plus Michel-Ange de tout ce que tu veux, si t'as pas une putain de discipline, à un moment, c'est limité. Donc si t'as les deux, si t'arrives à avoir le génie, si t'as la chance, ou t'es fort dans ce que tu fais, et en plus t'as une très forte discipline, je pense que tu peux te défoncer tout le monde en fait. T'es inarrêtable. Inarrêtable. Et j'essaye de travailler à ça. Moi, je me suis amusé avec mon coach sportif. Il me dit, tiens Arnaud, là, tous les dimanches, tu fais 1 heure à 6 km/h. Ok. Sur le tapis, moi je suis du tapis parce que je suis en ville, c'est pas pratique. Bon, enfin, j'aime bien faire le tapis, je sors pas de chez moi, c'est mon truc. Et puis il me dit la semaine d'après, tu fais 2 heures à 6 km/h. Ok. Et après, tu fais 3 heures à 6 km/h. Après, tu fais 4 heures à 6 km/h. C'est horrible. À tout moment, t'as envie d'arrêter. Déjà, quand tu commences, tu te sais dire, je vais me taper 4 heures. C'est mortel. Et en fait, j'ai réussi. Tu vois. Et jusqu'à 6 heures. Donc, des fois, je me tape des dimanches à 6 heures. Enfin, je l'ai pas encore fait, mais j'ai déjà fait 4 heures. Donc, dimanche prochain, je vais me taper 5 heures de tapis à 6 km/h. Et il m'a dit, quand tu as fini tes 6 heures, tu recommences, mais à 7 km/h, et tu refais la même chose. Et après, tu refais la même chose, mais à 8 km/h. Et ben là, t'auras fait ça, tu seras un putain de bonhomme. Bah, j'espère d'être un putain de bonhomme, alors, hein, voilà. Donc, mais tu vois, et en fait, là, t'es vachement fort. Et alors, c'est ça, hein, c'est quand, dans ces moments-là où en fait, il n'y a aucun enjeu, bah, quand t'arrives des vrais enjeux dans ta vie, soit maladie, X ou Y, business, bah, quand tu sais que t'as cette résistance et cette force de y aller, même quand ça fait mal, et ben en fait, t'as déjà gagné des choses. T'es plus fort, en fait, la bataille, elle va être plus facile, quoi. Donc, en fait, il faut se forger pour un moment simple, facile, pour aller quand il y a la guerre. Que la guerre, elle est tous les jours. Hein. La vraie guerre, c'est toi et toi. Il y a personne qui... Tout le monde s'en fout de ta gueule, en vrai. T'as rien à foutre, hein. Tu crèves demain, même si tous tes potes, ils sont malheureux 1 heure, et puis après, ils s'en foutent. Enfin, peut-être pas. Mais en vrai, il y a pas grand monde que ça impacte. Donc, en vrai, il n'y a que toi et toi. Tous les jours, tu dois faire la guerre contre toi. Faut l'accepter. Moi, j'étais gros, j'ai fumé, j'ai fait toutes les conneries du monde et j'ai essayé de me battre à chaque fois pour m'améliorer. Tu vois. Mais ça, c'est tous les jours, en fait. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, mais ça aide dans le business, je pense. D'avoir cette mentalité de guerrier. Il faut être un guerrier. Pour gagner, il faut être guerrier.
Voilà, c'est la guerre tous les jours. On envoie ce message de motivation à tous les gens qui nous écoutent. Ouais, mais voilà. Ouais. Même si ta vie va bien, il faut que tu te trouves des guerres contre toi-même pour t'améliorer. Voilà, Paco. Merci beaucoup, Arnaud. De C'était rien. super de parler avec toi. Écoute, c'était un plaisir. Et ce qui est assez amusant, ce qui pourrait être intéressant, c'est que... On se revoit dans 5 ans. Ouais, c'est que je t'ai vu il y a 4 ans. Enfin, on s'est parlé il y a 4 ans parce qu'on se voit régulièrement. Et ton plan, là, que tu indiquais, c'était dans 4 ans aussi. Ouais, donc, on se revoit dans 4 ans pour voir comment s'est passé ce plan, quoi. Ouais, alors souvent, ce que je dis change et bifurque parce que la vie fait que... Mais il faut essayer d'avoir des stratégies. Puis encore une fois, même si ça sera pas comme ça dans 4 ans, j'aurais fait d'autres choses je serais fier. Et en fait, moi, le passé, quand il est passé, il est passé. Je m'en fous. Tu vois, des fois, tu me dis, je reviens à les histoires, mais je me rappelle jamais. En fait, je raconte toujours les histoires d'hier, mais les histoires d'avant-hier, je me rappelle plus. Parce qu'en fait, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose et il faut aller que de l'avant, en fait. Et c'est ça qui est important. Donc, je te raconte ça se trouve, dans 15 jours, je te dirai complètement le contraire. Et puis, dans 4 ans, on sera peut-être plus du tout d'immobilier. Qu'est-ce que j'en sais, on verra bien. On verra rien. On fera autre chose. On verra ce qui l'avenir nous réserve. Voilà. Merci de ce bon moment. Voilà. Et puis à plus alors. À bientôt. Merci beaucoup, Arnaud. À Salut. plus. Si tu as aimé cette conversation, je t'invite à revenir sur l'épisode 10 qu'on a fait il y a plus de 4 ans avec Arnaud, au cours de laquelle il nous parle de ses débuts d'investissement dans le locatif, immobilier et locatif, et nous partage plein d'anecdotes croustillantes qui pourraient te servir pour développer ton propre patrimoine. Bonne écoute.